C'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour entamer cette émission en visioconférence, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Nous aurons donc tout à l'heure la marque d'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre. La Fed disposera, au-delà de ce chiffre, d'une nouvelle marque d'inflation pour le mois de novembre qui sera publiée en décembre et d'un nouveau rapport sur l'emploi qui sont les indicateurs clés que suit la Réserve fédérale américaine en vue de sa prochaine décision de politique monétaire. Frédéric, à ce stade, le marché ne semble pas totalement convaincu visiblement que la Fed puisse redescendre à 50 points de base au mois de décembre. Non, et on peut le comprendre. D'abord, humilité, encore et toujours, et encore plus après 2 mois de ratés sur ces prévisions d'inflation qui sont nécessairement volatiles, difficiles à prévoir, à mesurer au mois le mois. Mais voilà, on a eu 2 mois de surprises généralisées. Il n'y a pas une explication, le prix des voitures jusqu'au prix évidemment de l'immobilier inclus dans l'indice des prix à la consommation des services, les frais médicaux, tout ça est monté, ou en tout cas moins baissé que prévu dans certains cas, et a expliqué les surprises des 2 derniers mois. On a remis les compteurs à zéro pour la Fed, et on sait qu'il faudra plusieurs mois d'amélioration pour et même commencer à penser à une pause, en tout cas. Pour ce qui est du ralentissement du rythme des hausses de taux, c'est une question qui est plus large. On sait qu'avec la Fed arrivé à 4% et probablement déjà au-delà en réalité des niveaux restrictifs pour l'économie, il est naturel quelque part de réduire le rythme, mais cela n'implique pas de conséquences pour le point d'arrivée. Donc tout ce débat qu'on a et qui commence à, je pense, devenir consensus, il est normal que les marchés soient relativement prudents dans ce contexte-là. Chat échaudé craint l'eau froide pour les 2 mois précédents, et par ailleurs, eh bien, si on avait même une bonne surprise aujourd'hui, ce qui est possible sur certains indicateurs, j'ai cité notamment le prix des véhicules d'occasion et neufs qui devrait quand même cette fois baisser plus fortement, ça ne suffira pas encore à faire vraiment pivoter la Fed au sens le plus strict du terme, qui est de commencer à annoncer les débuts des conditions réunies pour faire une pause sur les hausses de taux début 2023. On n'y est pas. Comment est-ce que le marché, depuis la dernière réunion de la Fed et la dernière communication de Jérôme Powell, comment est-ce que le marché s'est ajusté sur l'idée d'un taux terminal plus élevé? Est-ce qu'on est dans l'idée d'un réglage fin, d'un fine-tuning de ce point de vue-là? Et puis la question de la pause. Je crois comprendre, enfin les intervenants viennent me raconter qu'il y a encore dans le marché pour 2023 l'idée que la Fed baissera peut-être à un certain stade ses taux d'intérêt. C'est quelque chose visiblement que Jérôme Powell ne veut pas voir. Peut-être que les conditions seront réunies à un moment pour que la Fed rebaisse ses taux d'intérêt, mais à ce stade, Jérôme Powell ne veut pas voir ces anticipations dans le marché. Et là aussi, on peut le comprendre des 2 côtés, côté de la Fed, côté des marchés. Côté de la Fed, on l'a compris, c'est le contre-exemple des années 70 qu'on veut éviter à tout prix. Même Volcker, à la tête de la Fed à l'époque, avait dû s'y reprendre à plusieurs fois et avait commencé par rebaisser les taux d'intérêt trop vite. C'est une erreur de politique économique que la Fed de Powell aujourd'hui a en tête très clairement. Et donc cette anticipation de baisse de taux prématurée, effectivement, Powell veut la contrer. Et en même temps, il y a une forme d'incohérence temporelle, puisque vous avez un risque d'aller trop loin, de resserrer peut-être de trop les conditions financières dans l'économie qui finiront avec un retard par effectivement se dégrader très fortement, d'avoir une récession peut-être plus forte en 2023. Et donc, effectivement, il y a une forme de cohérence malgré tout, in fine, à avoir un pricing, en tout cas, de baisse de taux fin 2023, peut-être début 2024. Et puis, côté marché, tout dépend des marchés dont on parle. Côté action, je pense que l'économie, maintenant, les risques sur la croissance pèsent davantage que les risques sur les valorisations via les taux d'intérêt. On a compris qu'il y avait une limite à ça. Pour ce qui est de la devise, pour ce qui est des taux d'intérêt, en revanche, je pense qu'il y a une sensibilité beaucoup plus grande. Et pour le coup, un risque, entre guillemets, positif, avoir le dollar s'affaiblir, avoir les taux d'intérêt sur la partie longue se stabiliser, puis pourquoi pas commencer à baisser en 2023, dans la mesure où ces marchés anticipent vraiment, pour le coup, les conditions financières, non pas à début 2023, mais plutôt pour les mois et années à venir. L'actualité du moment, Frédéric, nous montre ou nous rappelle peut-être que la finance sans confiance, ça ne fonctionne pas et que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que des États ou des banques centrales solides pour assurer une confiance suffisante au bon fonctionnement du système financier. J'évoque évidemment le dernier épisode du crypto crash avec un hiver crypto qui est en train peut-être de se transformer en ère glaciaire pour le compartiment crypto et la faillite sans doute probable
considérable d'une des plus grandes plateformes d'échange au monde, FTX, puisque sa concurrente Binance refuse effectivement de racheter cette société concurrente. En tant qu'économiste, spécialiste des questions monétaires, Frédéric, qu'est-ce qu'on retient comme enseignement de cette situation? L'apprentissage se fait dans la douleur, visiblement. Oui, c'est jamais agréable, effectivement, quelle que soit l'origine des pertes financières à constater, de vivre ces moments-là. Mais effectivement, on a d'ores et déjà quelques leçons en termes, effectivement, macro, du point de vue d'un économiste. L'histoire se répète, avec quelques différences et des facteurs aggravants cette fois-ci. C'est qu'on avait effectivement des taux d'intérêt à zéro, voire négatifs, un climat de prise de risque d'une manière générale propice aux excès. C'est très clair, on l'a vu dans d'autres dimensions, les mêmes stocks, les SPAC, et d'autres penny stocks qui finalement, tous ces thèmes de la pandémie qui se sont rapidement évaporés. Quelque part, il y a une forme de comportement et d'ajustement plutôt sain à ça, de ne pas avoir des bulles généralisées peut-être plutôt comme le début des années 2000. Donc de ce point de vue-là, pourquoi pas, ça peut être une bonne nouvelle. Mais l'autre, c'est effectivement l'aspect que vous évoquez, plus important, de confiance. On le sait, dans cet univers des cryptos extrêmement hétérogène, il y a des choses à garder, bien évidemment, en termes de technologie, d'innovation d'entreprise, et puis peut-être même en termes de crypto elle-même ou de devises électroniques, en tout cas côté banque centrale, dans les années à venir également. Mais les monnaies électroniques ou bien réelles reposent sur la confiance. Et à partir du moment où on comprend qu'en réalité, le schéma est proche d'un schéma classique, pas si innovant que ça, baqué, garanti par des collatéraux qui finalement eux non plus n'ont plus de valeur, c'est un schéma tout à fait classique de crise financière, de run sur une banque. Et puis finalement, la dernière leçon dans tout ça, c'est que ce monde de la crypto a peut-être découvert en quelques jours l'importance de la régulation. La raison pour laquelle on a une régulation financière, bancaire sur nos systèmes à nous, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'il faut mettre des règles et des risques et des limites à ces risques qui peuvent malheureusement se matérialiser et faire exploser le système. Donc early days, on aura encore, j'imagine, beaucoup de leçons à tirer de cette expérience-là. On verra jusqu'où se propage cette vague. La seule chose que je peux aussi ajouter, c'est que côté action classique, entre guillemets, le S&P tient plutôt bien dans un environnement de deleveraging à marche forcée de cet univers des cryptos. Il n'y a pas de risque systémique, toujours, au-delà du compartiment crypto, j'entends, Frédéric? Il y a des effets de richesse, il y a des effets de contagion dans un système non bancaire qu'on de toute façon on régule très mal et on mesure également très mal en termes de risque. Mais l'effet de levier macroéconomique entre guillemets me semble plutôt limité. Et voilà, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'économie réelle pour la Fed, pour le reste du monde. Un mot de l'Europe peut-être pour finir, Frédéric, avec le début d'une discussion et d'une négociation même qui va durer pendant quelques mois maintenant. Mais Bruxelles a jeté les premières pierres, en tout cas les premières propositions qui vont permettre d'orienter la discussion entre les États membres, le Parlement européen, sur le cadre du nouveau pacte européen de stabilité et de croissance. Qu'est-ce qu'on peut dire des objectifs poursuivis à travers les propositions de la Commission européenne qui ont été dévoilées hier et de la philosophie qui paraît pertinente du point de vue, encore une fois, de Bruxelles aujourd'hui? La philosophie et les intentions sont bonnes. La pratique, comme toujours en Europe, est plus compliquée. Le calendrier, à cet égard, est particulièrement compliqué. La dernière fois, il y a eu un échec sur ces négociations de règles budgétaires qui sont absolument essentielles en Europe, qu'il faut réformer, de mon point de vue en tout cas, pour aider cette reprise économique. Et puis, également, pour permettre à la politique monétaire de jouer son rôle à plein, de ne pas avoir à resserrer les taux à 3 ou 4% en Europe parce que la politique budgétaire, quelque part, est en échec. Donc c'est toujours le même contexte macroéconomique, c'est crucial. La philosophie dans ce cadre-là, elle est d'être plus flexible et plus efficace. Plus flexible parce que les anciennes règles ne fonctionnent plus, peut-être n'ont jamais fonctionné, 3% de déficit, 60% de dette sur PIB, des règles relativement strictes qui ne correspondent pas à notre monde aujourd'hui en termes de croissance et d'endettement élevé, avec un peu plus d'inflation par ailleurs, et puis efficace parce que ces règles non seulement n'étaient pas appropriées, mais n'étaient pas mises en œuvre. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment cet équilibre-là. On a là aussi des faucons et des colombes d'ailleurs à la Commission européenne comme à la BCE, avec les agendas qui avancent, la négociation, à mon avis, sur une approche plus flexible, notamment en termes d'endettement notamment. Ce n'est pas parce que vous êtes à plus de 60%, voire 90% de dette publique sur PIB qu'il faut absolument la baisser immédiatement, puisque le coût en termes de croissance peut être prohibitif. Il y a également des réflexions sur la mesure vraiment des déficits, sur une règle qui serait plus
appliqué aux dépenses budgétaires au sens strict plutôt qu'à un déficit qui résulte de plein de décisions. Bref, il y a énormément de chantiers. Il y a les économistes qui ont eu le temps, pour le coup, depuis 20 ans, de faire des propositions dans un sens plus efficace. Ma seule inquiétude, c'est qu'on propose ces premières idées aujourd'hui, qu'on va les discuter, on va en discuter en décembre au sein du Conseil européen, et qu'on comprend bien que rien ne sera prêt avant le mois de mars, au mieux pour un premier débat sur l'aspect plus législatif. Or, on voudrait déjà les mettre en œuvre, ces règles, en 2024. Et donc, le calendrier me semble très compliqué, serré. Dans le meilleur des cas, on peut imaginer un bon compromis, mais qui soit mis en place peut-être sur la durée et qu'on utilise, entre guillemets, qu'on tire le bénéfice de ces nouvelles règles que dans la prochaine, j'allais dire récession. Non, mais en tout cas dans le prochain cycle économique plutôt que dans celui-ci. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour votre éclairage sur les enjeux du moment de marché et en matière de politique économique au sens large. Frédéric Ducrozet avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management.